Jette tout ce qui t'entoure. Littéralement. Ta vie entière ne devrait tenir que dans un sac à dos. Attends, c'est vraiment ça, la solution au vide que tu ressens chaque matin? Depuis quelques années, le minimalisme explose partout. Sur Instagram, YouTube, TikTok. Des appartements blancs immaculés, 3 assiettes dans le placard, un lit sans cadre posé par terre. Ça a l'air zen, non? Mais voilà le truc qu'on ne te dit jamais. Vider ton espace ne remplit pas forcément ton existence. Parce que le vrai minimalisme, celui qui change vraiment quelque chose, ne concerne pas tes objets. Il concerne ta vie elle-même. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est le minimalisme existentiel. Et non, ça ne veut pas dire devenir moine bouddhiste ou vivre dans une grotte. Ça veut dire faire le tri radical dans ce qui compte vraiment. Reste jusqu'au bout, parce qu'on va déconstruire ensemble pourquoi cette sensation de vide persiste même quand tout est rangé. L'illusion du rangement. Premier constat brutal, ranger ta chambre ne règle pas ta crise existentielle. Des millions de personnes se sont converties au minimalisme ces dernières années. Marie Kondo est devenue une icône mondiale avec sa méthode KonMari. Son livre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Netflix lui a même filé une série. Le concept? Garder seulement ce qui provoque de la joie. Simple, efficace, séduisant. Sauf que 3 mois après avoir tout jeté, beaucoup se retrouvent exactement au même point. Pourquoi? Parce que le problème n'était jamais vraiment les objets. Une étude de l'Université de Californie a montré que 47% de notre temps éveillé, notre esprit vagabonde ailleurs que dans le moment présent. On est physiquement ici, mentalement à 1000 km. On accumule des pensées, des obligations, des relations toxiques, des projets abandonnés, des rêves qu'on traîne depuis 10 ans sans jamais les concrétiser. Tout ce bazar mental prend bien plus de place que les 20 paires de chaussures dans le placard. Le poids invisible. Parlons de ce qu'on ne voit pas. Ce qui pèse vraiment. Chaque relation dysfonctionnelle qu'on maintient par culpabilité. Chaque projet professionnel qu'on déteste mais qu'on garde par sécurité. Chaque attente parentale qu'on porte sur nos épaules depuis l'enfance. Chaque comparaison toxique sur les réseaux sociaux qui nous bouffe l'estime de soi. Ça, personne ne peut le ranger dans une boîte et le donner à Emmaüs. Le philosophe danois Søren Kierkegaard parlait déjà au XIXe siècle de cette angoisse existentielle liée au choix. Trop de possibilités nous paralysent. On garde des portes ouvertes au cas où, on accumule des options, on refuse de trancher. Résultat? On ne vit aucune vie pleinement. On survit dans un entre-deux permanent. Des études en psychologie cognitive confirment ce phénomène. Au-delà de cette choix, notre cerveau sature et notre satisfaction diminue. Trop d'options nous rendent malheureux. Barry Schwartz appelle ça le paradoxe du choix. Plus on a de liberté, plus on angoisse. La méthode du tri existentiel. Alors comment on fait concrètement ce fameux tri? Première étape, l'inventaire brutal. Prends un carnet. Pas ton téléphone, un vrai carnet physique. Liste tout ce qui occupe ton temps et ton énergie mentale sur une semaine type. Relations. Activités. Obligations professionnelles. Engagements sociaux. Hobbies. Projets en cours. Ambitions futures. Tout. Face à cette liste, pose-toi une seule question pour chaque élément. Est-ce que ça me rapproche de qui je veux être, ou est-ce que ça me maintient dans une version de moi qui ne me correspond plus? Pas. Est-ce que c'est bien ou mal? Pas. Est-ce que les autres vont m'en vouloir si j'arrête? Juste. Est-ce que ça me construit ou ça me détruit? Deuxième étape. Accepter la perte. Voilà le truc difficile. Faire le tri, c'est renoncer. C'est dire adieu à des versions de soi qu'on aimait bien, même si elles ne sont plus viables. Peut-être que tu adorais jouer de la guitare à 15 ans. Mais aujourd'hui, à 30 ans, ça fait 5 ans que ta guitare prend la poussière et que tu te sens coupable de ne jamais jouer. Vendre cette guitare, ce n'est pas trahir ton ancien toi. C'est libérer de l'espace pour ton toi actuel. Peut-être que cette amitié du lycée était géniale, mais aujourd'hui vous n'avez plus rien en commun et chaque rendez-vous ressemble à une corvée. S'éloigner, ce n'est pas méchant. C'est honnête. Le minimalisme existentiel demande du courage. Parce que chaque choix d'enlever quelque chose, c'est accepter qu'on ne sera pas cette personne-là. Troisième étape, construire autour de l'essentiel. Une fois qu'on a vidé, on reconstruit. Mais différemment. L'écrivain grec McKeown parle d'essentialisme dans son bouquin éponyme. Le principe? Moins, mais mieux.
Pas zéro obligation, pas zéro projet, pas zéro relation. Mais uniquement ceux qui nourrissent vraiment. 3 relations profondes valent mieux que 30 contacts superficiels. Un projet qui te passionne vaut mieux que 5 projets alimentaires qui te vident. 2 heures de sport qui te font du bien valent mieux que cet abonnement de salle jamais utilisé. Le piège de la performance minimaliste. Attention au nouveau piège. Transformer le minimalisme en compétition. Parce que oui, même le minimalisme peut devenir toxique. Certains tombent dans une course au qui a le moins. Regardez mon appartement vide. Regardez mes 3 vêtements. Regardez comme je ne possède rien. C'est juste remplacer un ego matérialiste par un ego minimaliste. Même combat, différents costumes. Le minimalisme existentiel, c'est pas une performance Instagram. C'est une démarche intime. Personne n'a à savoir combien de livres tu gardes ou combien d'amis tu vois par mois. L'important, c'est que chaque élément de ta vie soit là parce que tu l'as choisi consciemment, pas par défaut ou par peur. Vivre avec l'inconfort du vide. Dernier point crucial. Quand on fait le tri, on crée du vide. Et le vide, ça fait peur. Notre société déteste le vide. On comble tout le temps. Silence inconfortable. On sort le téléphone. Week-end libre. On remplit l'agenda. Rupture amoureuse. On enchaîne direct sur quelqu'un d'autre. Mais c'est justement dans ce vide que quelque chose peut émerger. Les philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus insistaient là-dessus. C'est dans le face-à-face avec le néant qu'on se construit vraiment. Faire le tri, c'est accepter des moments où ton agenda n'est pas rempli. Des samedis soirs seuls. Des projets abandonnés sans remplacement immédiat. Des silences dans les conversations. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Parce que c'est dans ces espaces vides que tu entends enfin ta propre voix. Celle qui sait vraiment ce qu'elle veut. Celle qui n'est pas noyée sous les attentes, les notifications, les obligations, le bruit constant. Ce qui reste quand tout part. Au final, le minimalisme existentiel ne garantit pas le bonheur. Désolé de casser l'ambiance. Mais il garantit quelque chose de plus précieux, l'authenticité. Vivre une vie qui te ressemble vraiment, même si elle est imparfaite. Même si elle ne fait pas de belles photos. Même si les autres ne comprennent pas. Faire le tri dans sa vie, c'est accepter de décevoir. Accepter d'être incompris. Accepter de perdre des gens, des opportunités, des versions de soi. Mais en contrepartie, ce qui reste a une densité extraordinaire. Chaque relation compte. Chaque projet a du sens. Chaque journée se construit autour de l'essentiel. Si ce sujet te parle, que ça résonne quelque part, clique sur le pouce bleu et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-là.